Et les conférences continuent aussi. On est très content d'avoir avec nous Boshra Manaï, que vous voyez déjà sur l'écran. Je vais juste dire quelques petits mots sur son parcours. Boshra est chercheur, elle est enseignante, elle est aussi activiste très engagée dans plusieurs luttes sur pour combattre le racisme et aussi l'exclusion en contexte urbain. En 2015, elle termine son doctorat en études urbaines à l'INRS. Elle a fait un travail vraiment super intéressant sur les communautés dites maghrébines à Montréal, surtout à Montréal-Nord. Et ce livre est donc, en fait, elle a publié un livre à partir de ces recherches-là. Je pense que le livre est publié en 2018, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est dans la collection dont nous avons déjà parlé, la collection Pluralisme aux Presses de l'Université de Montréal. C'est un livre qui est très bien reçu. En fait, c'est le livre qui est le plus, jusqu'à date, mais nos dernières statistiques pour la collection nous indiquent que c'est le livre qui est le plus acheté et le plus téléchargé de la série. Moi, j'ai pu assister à une conférence que Boshra a donnée pour la sortie du livre. J'ai beaucoup apprécié le contenu et puis les réactions du public, c'était super intéressant. Boshra a reçu plusieurs bourses et reconnaissances dans son parcours comme chercheur. Elle se présente souvent comme géographe, mais elle est aussi sociologue aussi à cause de son parcours de formation. Vous avez peut-être eu l'occasion de la voir dans les médias depuis le début de la pandémie parce qu'elle est aussi, en plus de ses recherches, elle est aussi directrice d'un organisme qui s'appelle Parole d'Exclus, un organisme qui fait des efforts gigantesques là, pour soutenir les gens du quartier et puis les principes de l'inclusion. Et en contexte de pandémie, il y avait plusieurs initiatives que Parole d'Exclus a mis sur pied, vraiment de répondre aux besoins sur la première ligne, aux besoins immédiats de la population locale. Elle a aussi fait beaucoup de travail sur le rôle des villes et des municipalités. C'est pour ça que nous avons proposé à Boshra de devenir membre de notre labo. Donc, j'ai comme la bonne nouvelle de dire qu'elle a été acceptée comme chercheur collaborateur au Labri. On a commencé donc à travailler ensemble sur plusieurs projets, dont ce projet qui vise à documenter un peu ce qui se passe sur les lignes de front. C'est très intéressant. Elle est aussi impliquée dans notre partenariat de recherche. Et donc, pour moi, je suis très content qu'elle ait accepté l'invitation de venir parler à vous. Boshra, merci d'être avec nous. Je pense que ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on se donne jusqu'à environ 14 heures pour la présentation. Et puis, il y a des questions et des commentaires qui vont défiler pendant que tu parles. Mais après la pause, on peut revenir pour échanger pendant 1 heure avec tout le monde. Donc, la parole est à toi. Parfait. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Ouais? OK, je parfait. pense que oui. Je vais juste voilà, c'est là. Merci pour cette introduction très complète. D'abord, je vais vous remercier de l'invitation. Dans le feu de l'action, c'est toujours bien d'avoir des moments où on se calme, où on accède à son esprit, on retourne à certaines lectures essentielles. Fait que, en fait, je vais partager avec vous certains éléments, mais en fait, j'ai envie de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de juste calm down. Je vais m'excuser aussi très vite du fait qu'il peut y avoir une certaine ingérence d'un enfant de 3 ans et demi dans l'espace que l'on va se donner ici. Euh,
Normalement, j'ai ordonné au pyjamasque de s'occuper dans la prochaine heure et demie de l'éducation de mon enfant, mais c'est ça, je m'excuse s'il y a des interruptions qui sont amenées. Moi, j'avais envie de partager avec vous en fait une réflexion qui m'obsède, je pense, depuis vraiment très longtemps, mais on va dire que l'actualité vient toujours préciser et nuancer. Et les deux textes que j'ai proposés à Anthony, on dit Anthony ou Grégoire? Je ne sais pas c'est quoi le prénom, c'est Anthony. Oui, c'est Anthony. Il a tout le temps ce problème-là. Il y a comme une génération d'enfants au Québec qui sont nés avec deux prénoms. Tu vois? Anthony, et il fait partie de ces malheureux-là. Moi, ça m'a pris du temps. Je me suis habitué. Je pense qu'Anthony, tu vis avec ça depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Non, maintenant, je ne connais plus la remarque. Hein. C'est la même personne. OK. Mais je vis le même problème, même si je ne suis pas née au Québec, parce que je pense que Ah. les personnes connaissent ce que ça veut dire. Donc, bref. Mais donc, les deux textes que j'ai proposés à Anthony, pour moi, c'est vraiment important de les situer aussi. Puis, je prends toujours les invitations dans des cours aussi comme une façon de décrire peut-être nos propres démarches, ben pas nos propres démarches, mais nos propres trajectoires comme chercheurs ou comme professionnels. Fait que je vais aussi les ancrer dans pourquoi moi pourquoi j'en suis venue à écrire quelque chose de proche de Sayad, puis pourquoi j'en viens à vous proposer un texte de Sayad. Puis dans le fond, j'ai intitulé la présentation Les autres avec, enfin, bon, les autres, la ville et l'État. Ça, c'est vraiment une question que je tente de cerner ou sur laquelle je tente de travailler. C'est-à-dire autant la réflexion que la pratique tente de cerner un petit peu plus comment l'échelle du gouvernement, on va dire plutôt national, ici au Québec plutôt provincial, et l'échelle du municipal, comment ils se partagent, si vous voulez, cette gestion de l'autre. De l'autre qui, universellement, là, c'est-à-dire qui, ça peut être les Italiens d'il y a 75 ans, comme ça peut être les populations noires d'il y a 300 ans, comme ça peut être les Maghrébins arrivés il y a une vingtaine d'années. Donc, je mets dans l'altérité, quelque part, une façon de construire, en fait, un rapport à l'autre et un rapport à la gestion de l'autre. Et donc, une des façons avec laquelle je me suis questionnée, où j'avais envie qu'on se questionne ensemble ben, pour aller un petit peu approfondir les textes, mais aussi la conversation, c'est comment en fait il est possible que l'État détermine quelque part les réalités qui s'imposent à nous et que l'on vit plutôt dans une échelle micro-locale, une échelle, on va dire, urbaine. Comment l'État nous impose un vocabulaire aussi pour déterminer ou décrire des interactions que nous vivons. Mais est-ce que la ville n'est pas plutôt cet espace de la complexité qui devrait nous permettre de porter en fait autant les mots sur les réalités que la complexité en fait que l'on porte. Donc vraiment c'est cette espèce d'ambivalence entre les deux échelles que j'avais envie de discuter avec vous et de voir comment peut-être l'espace urbain qui est celui de la conflictualité, qui est celui de la négociation, qui est celui dans lequel on construit notre... Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'en dehors de la ville, il ne se passe rien. C'est juste que mon intérêt à moi se porte sur cet espace-là plus particulièrement. Mais comment cet espace dans lequel justement les négociations s'opèrent, les conflits se vivent, comment il pourrait ou devrait être celui qui préconise, même si je n'ai pas envie d'être dans un truc assez normatif ou de recommander, mais comment la ville et les interactions urbaines devraient être celles qui préconisent en fait autant le vocabulaire que la façon de parler de l'altérité. Et puis, donc, dans le fond, c'est aussi de voir comment il peut y avoir des microcosmes, des micro-échelles à partir desquelles on peut observer ce qui se vit, ce qui se passe pour justement complexifier.
Il fait partie du cours. Attends, je dois gérer. Oui. Bon, pause pipi. C'est parfait. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle conciliation famille-travail. Hein. Puis on pense que, la pandémie, on se rend compte que la pandémie n'a pas d'impact sur tout le monde au même niveau. Hein. Anthony, tu nous as envoyé un lien. Ouais, Il y avait aussi le lien pour le livre de Boschra. ouais. Est-ce que tu avais eu le temps de consulter ce lien-là ou c'est… Pour le livre de Boschra? Non, pour celui qui t'a envoyé de France Culture. Ouais, ben, j'ai pas écouté toute la vidéo, mais c'est une vidéo sur le problème des Corses qui rentrent un peu là, et puis euh, parce que la Corse est en train de se construire une espèce de modèle multiculturel très, très intéressant. Et puis, très, très intéressant parce que je sais pas trop si c'est multiculturel ou, en tout cas, peut-être que si vous le regardez, on pourra en débattre la prochaine séance ou même par le forum, mais c'est très, très intéressant. Et puis, c'est justement sur la gestion de soi et la gestion de l'autre. Donc, Oui, juste le mot gestion pose beaucoup de exactement. temps déjà. Oui, Boschka, ça va? Oui, Il y a- désolée. Non, il n'y a pas de problème, sens-toi à l'aise. Hein? Je vous entendais parler de féminisme tout à l'heure. Puis, c'est ça. Il y a toujours un moment donné où les féministes antiracistes font une espèce de sortie pour se positionner. J'allais un peu la faire plus tard, mais moi, je suis aussi une mère et donc une maman qui doit s'occuper seule de son enfance, ça donne ça. Donc, désolée pour l'interruption. Et donc, voilà. Et donc, la question des échelles, Bob tout à l'heure disait que je me présentais comme géographe. En fait, la géographie a été la discipline à partir de laquelle je me suis construite intellectuellement. Mais la sociologie a permis, en fait, dans le fond, à mon ancrage géographique de trouver une façon de nuancer notamment les enjeux sur l'immigration, sur la race, sur l'ethnicité, sur l'altérité, etc. Des nuances que je trouvais que la discipline géographique ne poussait pas assez loin. Peut-être que ce qui est important aussi de mentionner, puis je pense que ça explique pourquoi je vous ai donné ce texte-là comme référence, j'ai été formée dans l'université française. Et l'université française sur les questions de race est au Moyen Âge. Donc, my bad. Et donc, j'ai eu à faire énormément d'efforts, justement, pour que les questions qui m'intéressaient moi, ou les intuitions, les hypothèses qui m'intéressaient moi, puissent trouver des réponses conceptuellement, théoriquement, en dehors du carcan, on va dire, disciplinaire qui se présentait à moi. Et donc, sortir pour aller faire de la sociologie de l'immigration, pour moi, a été une façon de défaire un peu les œillères qu'on me proposait, mais que je sentais par mon vécu qui était pas tout à fait juste, en fait. Et donc, c'est là que je reviendrai aussi au deuxième texte que je vous ai donné. Peut-être je peux y aller aussi sur pourquoi le choix de Sayad. Le texte que j'ai proposé sur Abdelmalek Sayad, en fait, il fait partie d'une compilation de textes de l'auteur que lui-même n'a pas pu en fait rassembler, mais que Pierre Bourdieu a rassemblé quand Sayad est décédé, donc à la fin des années 90, je pense, il est mort. Et le texte, le livre s'appelle La double absence. Et donc, dans le fond, c'est un ensemble de textes qu'Abdelmalek Sayad a écrit tout au cours de sa carrière. Puis peut-être juste un élément qui est super important pour le présenter. Bon, si j'avais été dans une classe avec vous, je vous aurais posé plein de questions. C'est hyper frustrant d'être dans un Zoom, mais c'est pas grave. Donc, j'imagine que n'importe qui ici connaît Pierre Bourdieu. J'imagine que si je vous dis Bourdieu, est-ce que vous le connaissez? Tout le monde lèverait la main. Si je pose la même question pour Sayad, je suis quasiment persuadée que soit personne ne lèverait la main, soit peut-être une personne ou deux dirait oui, oui, j'en ai entendu parler. Et donc, il y a cette, on va dire, cette hyper importance en fait du travail de Sayad sur toute la sociologie de l'immigration,
mais qui a beaucoup été dans l'ombre du travail de Bourdieu et que justement, le travail qu'il y a à faire, et moi, à mon sens, c'est notre rôle aussi en tant que chercheur et en tant que chercheur on va dire, d'une génération de ce que justement Sayad appelle les illégitimés, là, les illégitimes. Pour moi, c'est aussi notre devoir de remettre de la lumière sur les travaux qui ont été essentiels pour l'analyse de la question migratoire et de l'immigration. Et donc, Sayad devient de plus en plus une figure reconnue, on va dire, pour l'analyse de la question de l'immigration, parce que, ayant lui-même été en fait, un immigrant qui a quitté sa Kabylie natale, dans laquelle il a grandi et travaillé et commencé à faire de la recherche justement avec Bourdieu, et il a débarqué en France. Il a été un des premiers à considérer que l'immigration devait être vue justement dans son continuum entre le point de départ et le point d'arrivée, et que quelque part, penser l'immigration, quelle que soit l'échelle, ou voir l'immigrant ne peut pas se défaire de tout ce continuum en fait qui décrit quelque part la trajectoire de l'individu et des groupes qui se présentent à nous. Et donc, pour moi, il y a une question qu'on doit se poser, ou que j'avais envie de me poser et à laquelle j'avais envie de répondre avec vous, c'est pourquoi le choix de Sayad en fait? Qu'est-ce qui fait que ce type de travaux est encore essentiel, bien qu'il utilise un vocabulaire très franco-français, là, on parle d'intégration, de pensée d'État, donc il a un vocable très français dans la façon avec laquelle il construit sa pensée, mais pour moi, il est une des figures justement de la théorisation qui doit être beaucoup plus visibilisée. Un des éléments aussi, évidemment, c'est que quand on a un maître à penser, il faut aussi le critiquer. Et donc, un des éléments qui me semble le plus important dans cette réflexion autour de Sayad et autour des écrits de Sayad, c'est ils ont personnellement été fondamentaux dans mes travaux et dans ma façon de me reconnaître. Il a été très important pour moi comme, et là je vais faire le statement du positionnement, comme femme arabe, comme femme musulmane, comme femme qui a dû vivre un exil en France, mais qui a vécu plutôt des conditions de deuxième génération. C'est-à-dire, je n'étais pas moi-même une deuxième génération, mais je vivais les conditions dans lesquelles en fait les autres, disons arabes, noirs, racisés, etc. en France se reconnaissaient. Et donc, pour moi, il y avait aussi une importance à utiliser les travaux de Sayad pour dire qu'il commençait peut-être à voir une limite. Et la limite était celle de l'expérience justement des deuxièmes générations, de ce qu'on a appelé les deuxième et troisième générations, ce que lui appelle les générations, les enfants illégitimes en fait de la République. Et donc pour moi, il y avait une réflexion à amener, ce que j'ai essayé de faire, je pense, ou ce que j'essaye de faire dans la plupart de mes travaux, sur la part des personnes racisées ou des personnes racialisées dans la production dans la production en fait scientifique, si vous voulez, dans la production de théories, parce que le travail sur l'immigration semble pour moi continuer à nous altériser, ce qui est très bien dans une certaine mesure, mais qui continue de nous extérioriser en termes autant de place dans la société que on va dire, où l'effet, c'est la marginalisation. Et donc, pour moi, dire que Sayad a proposé assez pour qu'on avance un petit peu plus loin, c'est aussi une façon de dire il faut se positionner comme comme une parole qui est légitimée en fait par notre présence de deuxième génération. Et donc, pour moi, proposer Sayad, c'est aussi donc une façon de dire qu'on peut s'ancrer dans une certaine continuité théorique, tout en proposant justement des nuances qui appartiennent à notre vécu. Et là, j'en viens un petit peu à faire le lien avec le texte que je vous ai présenté sur la maghrébinité. Dans le fond, c'est un texte qui a été publié dans une revue sur l'ethnographie, dans le fond sur ethnographie et migration. Comment on fait du terrain, et puis la plupart des textes concernés, par exemple, comment, je ne sais pas, il y a une chercheure qui a fait un travail, par exemple, en Israël,
il y a un homme blanc qui faisait un terrain sur, je ne sais plus, un camp de réfugiés quelque part dans un pays en Afrique. Et donc, c'est vraiment toute la question de l'ambivalence qui est vécue par le chercheur dans différents terrains. Et moi, j'y ai décrit, dans le fond, l'ambivalence que je vivais comme femme qui venait de France et qui débarquait pour faire un terrain à Montréal, où on me promettait surtout de la complication parce que les hommes allaient être vraiment fermés. Donc, vraiment, on me projetait, avant que j'aille sur le terrain, beaucoup de complications, alors qu'en fait, ce que j'y ai vécu, observé, a été vraiment d'une richesse assez phénoménale. Et justement, comme le disait Bob, je l'ai restitué dans un livre qui s'appelle Les Maghrébins de Montréal. Ça, c'est le moment de publicité. Donc voilà. Et donc pour moi, faire le lien entre ces deux textes-là, ça me semble assez fondamental en termes de positionnement de chercheurs, ou positionnement dans comment on produit en fait un savoir à partir des expériences qui sont vécues par les chercheurs eux-mêmes en fait. Un des éléments qui personnellement m'a toujours beaucoup touché mais intéressé aussi, c'est le fait que dans le livre de Sayad, dans La double absence, vous avez une façon de restituer la narrative de ce qu'on appelle les premiers concernés, que je ne retrouvais que très peu par ailleurs. Et donc, ce rapport, en fait, dans le fond, aux personnes qui vivaient, par exemple, la migration ou l'immigration, était pour moi comme une sorte de guide éthique sur la façon avec laquelle on fait de la recherche. Et ce choix de dire je me relie, I relate à la façon avec laquelle il est capable de faire 15 pages de restitution d'entrevues sans jamais intervenir comme chercheur, a été pour moi une façon de réfléchir ma propre positionnalité, mon propre rapport au terrain, ma propre façon d'aller, par exemple, m'asseoir dans un café et désolée, je reçois des appels, évidemment. Et donc, est-ce que vous m'entendez, Anthony? Tu me vois? Oui, OK. Et donc c'est ça. Et donc, la question de la façon avec laquelle on introduit en fait un rapport aux premiers concernés, au terrain, etc., a été pour moi une sorte de modèle, en fait, je dirais. Et c'est pas parce qu'on est capable de reconnaître le travail de quelqu'un qu'on n'y voit pas les limites. Personnellement, c'est toute la question, justement, vous parlez de féminisme, c'est toute la question de la présence des femmes qui a été beaucoup invisibilisée dans toute cette génération de sociologues. Là, soyons très, très honnêtes. Là, c'était les chercheurs femmes qui parlaient aussi beaucoup pour les femmes, mais tout en étant consciente, justement, des limites de ce type de travaux, je pense qu'il faut quand même en reconnaître l'importance. Un des éléments que, par rapport au triptyque, là, les autres, la ville et l'État, que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était peut-être comment l'altérité se construit à diverses échelles. Comment, au final, notre expérience, par exemple, très quotidienne de la ville, peut nous permettre, selon qui nous sommes, selon nos trajectoires, peut nous permettre de définir justement l'autre, l'altérité, comment à l'échelle municipale ça s'opère et comment à l'échelle de l'État ça s'opère. Ce qui est intéressant avec justement avec ma nouvelle perception, ma nouvelle perspective sur dépasser en fait comment on dépasse les travaux de Sayad, comment on les reprend mais tout en les dépassant, c'est comment ancrer cette réflexion sur l'altérité dans une certaine légitimité déracisée. Puis je vais faire peut-être des liens un petit peu plus avec l'actualité parce que je pense que ça pourrait être vraiment très utile.
Mais personnellement, c'est en travaillant, Bob tout à l'heure évoquait le livre, mon travail de thèse s'est penché sur Saint-Michel. C'est vraiment sur le quartier de Oh, Saint-Michel. excuse-moi, c'est vrai, je pense que j'ai dit Montréal-Nord. Ouais, Mais mais c'est pas grave. c'est vrai. Ah, mais tes recherches sont. Tu travailles à Montréal-Nord maintenant, Oui, mais tes recherches ont été plus à Saint-Michel. exactement. En fait, c'est ça. La thèse s'est ancrée. J'ai posé mes valises de chercheur à Saint-Michel. D'accord. J'ai bifurqué ensuite vers le nord pour des raisons plutôt, on va dire, professionnelles. La vie a fait que j'ai dû aller là. Et aujourd'hui, ça devient comme une espèce de poste d'observation pour moi. Et ok. Et donc pour moi, quand je tente de réconcilier la question des échelles à travers l'expérience des personnes racialisées, c'est justement aussi en, en proposant l'idée que c'est à partir de ce qui se vit dans les quartiers, dans des échelles plutôt micro-locales, par les populations racialisées elles-mêmes, par celles et ceux justement qui peuvent s'identifier à une condition d'altérisé historiquement partagée par des groupes divers, là, qu'il est possible d'avoir on va dire, le son de cloche le plus proche et le plus intéressant. Parce que mon souci personnellement comme chercheur, c'est toujours d'avoir comment dire, le souci de la plus grande proximité par rapport à ce qui est vécu, par rapport à l'expérience vécue, pour justement avoir un impact sur la façon avec laquelle on conçoit autant les politiques publiques que l'État, que la ville, etc. Puis là, c'est vraiment, je fais appel là à Lefebvre, là, avec tout le triptyque, donc perçu, vécu, conçu. Mais mon souci comme chercheur, c'est dans la façon avec laquelle on pense l'altérité, l'immigration, l'autre, les minorités, appelez ça comme vous voulez, dans la façon avec laquelle on gère ces gens-là. Puis le terme de gestion est problématique, là, on s'entend. Mais c'est la façon avec laquelle on entretient un rapport avec eux. Et dans mon souci à moi, il me semble très important d'avoir comme une acuité à se dire que c'est dans les espaces dans lesquels ils peuvent se concentrer, ils peuvent vivre on va dire, un rapport à l'économie, aux politiques, au social d'une manière générale, de façon vraiment très importante ou très dense, si vous voulez, que nous devons réanalyser les choses. Et donc, pour moi, par exemple, ce qui se passe en ce moment à Montréal-Nord, évidemment, j'y suis dans une pratique professionnelle. Je suis directrice d'un organisme, mais ma façon de m'y ancrer, c'est vraiment une quête on va dire, d'observation, certes, mais surtout de description de la façon avec laquelle les populations qui peuvent vivre une certaine exclusion raciale, une exclusion de statut, une exclusion de genre. C'est pas nécessairement sur le genre qu'elles sont exclues, ces femmes-là, mais par exemple, plutôt parce qu'elles cumulent le fait d'être une femme, le fait d'être une femme monoparentale ou d'être une femme monoparentale racialisée, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment ces espaces-là peuvent être on va dire, les meilleurs traducteurs de la façon avec laquelle on devrait parler de l'altérité à l'échelle de la ville, donc à l'échelle municipale, mais aussi à l'échelle nationale. Ce qui m'amène peut-être à faire un petit point avec l'actualité, parce que, comme j'ai dit, les textes que je vous ai donnés s'ancrent dans une narrative française, bien que le mien décrit une réalité montréalaise, québécoise, canadienne. Et je dois avoir une conversation avec Bob sur quelque chose qu'il a dit autour de l'interculturel et de l'État. Je pense qu'on n'a pas encore eu notre conversation, mais il y a un paradoxe au Québec parce que l'État se pense, d'abord l'État se pense quand même s'il n'est pas un État souverain. Et donc l'État pense l'immigration ou pense l'altérité, pense le rapport aux minorités racialisées, etc., tout en ayant lui-même un paradoxe
que j'appellerais, c'est comme un paradoxe de la souveraineté inachevée, là, dans le fond. C'est comme, il y a quelque chose autour du fait d'être encore une province qui complexifie la façon avec laquelle on est capable d'avoir ou pas certaines conversations. Et en ce moment, je pense que la conversation sur le racisme systémique, qui est comme une danse un petit peu lente entre ceux qui décrivent les réalités qu'ils vivent depuis très longtemps, les institutions qui restituent à partir de recommandations, de rapports, etc., toutes les inégalités qui peuvent se vivre dans ce qu'on peut appeler le racisme systémique d'une façon générale. Et donc, cette danse très lente entre comment l'État se réapproprie en fait ce vécu des Montréalais, des Québécois, et la façon avec laquelle on transforme les réalités. Et donc, pour moi, il y a là comme une espèce d'aller-retour en fait très en tout cas, qui est intéressant à observer. Quand on est chercheur, c'est vraiment très intéressant à observer, mais qui peut être vraiment très frustrant lorsque on est plutôt dans une recommandation des meilleures pratiques ou une recommandation pour une transformation en fait des pratiques institutionnelles ou des pratiques organisationnelles ou d'une transformation de la société en général si on est idéaliste. Et donc, la façon avec laquelle l'actualité, par exemple, vient nous éclairer sur l'urgence qui est saisie par les diverses échelles et très, on va dire, très éclairante sur ce qu'on est justement capable d'utiliser comme discours ou pas. Et donc, si je reviens à la façon avec laquelle l'échelle locale peut être la plus éclairante, la plus nuancée, celle qui permet de saisir le plus d'expérience, en fait, une acuité à avoir une plus grande complexité, etc. Parce que oui, malheureusement, même si on tente d'être le plus pragmatique possible, je pense que c'est important d'avoir des idéaux de transformation beaucoup plus importantes que juste une transformation libérale de façade. Et donc, il y a une quête justement de cette complexité qui me semble vraiment importante à refléter aux diverses échelles. Donc, pour moi, ce qui obsède mes journées et mes nuits, c'est comment on transfère en fait cette capacité à lire la complexité des terrains, à lire la complexité des trajectoires des personnes altérisées et comment on les traduit dans des échelles qui sont de plus en plus grandes et importantes, sans perdre en fait justement sans perdre de vue que c'est quelque part c'est un partage des conditions de la citoyenneté qui est visé et non pas, en tout cas, je ne vais pas entrer dans le détail du politique ou de ce qui peut être amené par le politique, mais c'est comment la traduction de ces vocables-là à diverses échelles doit nous impose de nous re-questionner tous comme citoyens et dans notre rapport à une citoyenneté, disons, partagée. Ça, c'est ce que j'avais envie de dire un peu de global. Anthony, est-ce que tu veux, je sais pas, comme poser des questions? En fait, habituellement, c'est ça, on réservait vraiment 45 minutes jusqu'à 14 heures pour la présentation. Ensuite, on ira à la pause tout de suite après. Okay. Et puis, les étudiants et étudiantes pourront poser des questions là, de vive voix par la suite. Et puis, on fait le contrôle du chat aussi qui est à côté. Là, Peut-être juste pour commencer avant la pause, peut-être, Bouchra, deux questions un peu plus, je dirais, précision, point d'information. Premièrement, est-ce que tu peux juste nous rappeler les distinctions importantes entre des groupes racisés et les groupes racialisés? Parce que tu as fait mention de ça, c'est important. Deuxième, si tu peux aussi
nous donner quelques éléments de rappel sur l'analyse des échelles, parce que toi et moi, on a beaucoup parlé de ça. C'est très fort en géo, c'est fort en anthropologie, mais c'est implicite. Donc, on fait des analyses multiniveaux ou des analyses d'échelle tout le temps parce qu'on travaille sur des terrains locaux, approche ethnographique, une analyse de ce qui se passe dans les contextes locaux. Mais on est des penseurs plutôt systémiques, c'est-à-dire on regarde le rapport entre le local et les autres niveaux et aussi à travers le temps. Donc, si tu peux juste nous rappeler un peu ces deux concepts-là, parce que c'est très pertinent pour l'approche qu'on avait proposée, une approche systémique en Capricorne. OK. Alors, peut-être tout d'abord juste mentionner que je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je pourrais le retrouver si vous voulez. Je pense l'avoir utilisé dans le texte, Bob, dans le livre d'intervention interculturelle sur l'antiracisme au quotidien. Mais racisé et racialisé, on va dire, c'est très similaire. En tout cas, je vais vous retrouver la référence si vous voulez, mais dans le fond, c'est une façon de parler des groupes qui, en fait, non pas sur la base de la race, parce qu'on s'entend que la race est un construit social, historique, etc., mais qui, dans le fond, vivent d'abord une altérisation, ils sont considérés comme autres. Ils vivent une hiérarchisation, c'est-à-dire que dans les rapports sociaux, ils sont minorisés, considérés comme minorisés. Et ils peuvent vivre justement des rapports de pouvoir qui les défavorisent en fait. Et donc, sur la base d'une race socialement construite, historiquement construite, ou sur la base, ça c'est un élément quand même assez important, c'est que on va considérer par exemple que les populations autochtones, les populations noires, ce qu'on va appeler les minorités visibles, vont vivre de la racialisation, peuvent vivre de la racialisation. Mais toute une réflexion a été menée sur, par exemple, les populations musulmanes qui peuvent vivre des discriminations et est-ce qu'eux, par exemple, on peut considérer qu'elles sont racialisées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'objet qui fait que vous êtes altérisé et qui construit, en fait, on va dire, une hiérarchie, enfin, quelque chose de vertical entre vous et la société, c'est pas nécessairement juste la couleur de peau. Ça peut être aussi l'appartenance à une religion. Et donc, l'idée, quand on parle des personnes racialisées, c'est qu'on parle des conditions qui font que certaines personnes ne vivent pas, on va dire, des conditions équitables économiquement, socialement, politiquement, en termes de représentation. Tu as peur de quoi? Un instant. Boshra, est-ce que tu veux qu'on prenne la pause maintenant? Peut-être que ça serait comme plus pratique. Ça te donnerait peut-être quelques minutes. Je vais juste répondre aux questions, puis après, si tu veux, on va prendre la pause. Donc, dans le fond, c'est vraiment c'est une façon, c'est ça, de décrire les conditions qui peuvent, comme je le disais, altériser et, on va dire, hiérarchiser et créer des rapports de pouvoir avec certaines populations. Peut-être juste mentionner qu'une des choses intéressantes avec ce mot, je sais que ce mot est pas toujours accepté par tous. Les populations racialisées elles-mêmes disent « je ne suis pas que racialisée », etc. Donc, on s'entend qu'il est chargé, on s'entend qu'il peut être complexe même à comprendre, on s'entend qu'il peut même amener on va dire l'effet de son utilisation, c'est que pour ceux qui ne le comprennent pas, ça peut même amener l'idée que pour eux, ça entérine l'idée de la race. Donc, je sais que c'est un terme qui peut être complexe, mais il a l'avantage de rassembler
des expériences qui sont vécues séparément par des populations qui s'ancrent dans le fond historiquement et socialement dans les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, l'expérience des Autochtones ne peut pas être similaire à celle des Maghrébins, clairement. On ne peut pas... Milan, un instant, s'il te plaît. On ne peut pas les voir de façon similaire. Cela dit, si on considère la racialisation et les populations racialisées, cela peut créer des, on va dire, des formes de solidarité dans l'expérience d'exclusion vécue. Oui, les effets qui sont vécus par groupes qui ne sont pas pareils. On peut revenir sur cette question-là après la pause aussi. Je me souviens, je pense que c'est dans les écrits d'Appiah ou de quelqu'un qui était un africaniste philosophe qui avait dit que le racisme et le racialisme, c'est pas la même chose. Donc, le racisme, c'est donc juger ou agir sur les groupes des personnes de couleur à cause de la couleur de la peau. Et la racialisation, selon lui, c'est de considérer que la race serait un facteur important, indépendant de l'effet raciste. Je trouve intéressant cette formulation racisé, racialisé. Ça nous permet de voir aussi qu'il y a des êtres humains qui, indépendants de leur auto-identification comme personnes raciales, parce qu'il y a plein de personnes qui se voient sans race, il y a un effet social, il y a un effet, le regard donc, de la société, il y a des rapports sociaux qui font en sorte que certaines personnes sont perçues comme des personnes de couleur et d'autres non. On pourrait peut-être juste arrêter là pour faire la pause. Il est déjà 2 heures, c'est parfait. Et revenir après pour voir s'il y a des questions sur ces termes-là. J'aimerais aussi, après la pause, revenir sur la question de l'analyse des échelles et le multiniveau.